Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast de Québec, la vieille capitale, Night Train au micro. Continuez à nous écouter, nos chiffres grossissent de plus en plus, c'est un succès. Abonnez-vous également, YouTube, Radio Ego, et on va grandir ensemble puis triper ensemble. Le sujet d'actualité principal de cette semaine, c'est les élections américaines. Alors, on va prendre position. Comme vous le savez, notre radio a comme objectif toujours de prendre position, de ne pas être fat, drabe et beige, puis être un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu dans le milieu. Non, on prend position pour le meilleur, pour le pire. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est très sain de ne pas être d'accord dans une démocratie. Alors, les élections américaines, comme vous le savez, là, les élections vont avoir lieu le 8 novembre. On a deux candidats à la présidence, Hillary Clinton et Donald Trump. Avant de vous dire le candidat qui, selon nous, va être le meilleur candidat, malgré les circonstances, je voudrais juste prendre le temps de vous exposer un certain nombre de prémices très importantes à savoir avant de parler du candidat que nous recommandons. La première prémisse, c'est que le système présidentiel américain étant fait d'une certaine façon que le président n'a pas tant de pouvoir que ça. Il y a du pouvoir, oui, c'est sûr, mais il n'y a pas tant de pouvoir que ça et souvent, il va être bloqué dans ses initiatives. La Constitution américaine a été conçue de telle sorte à protéger d'une certaine façon le peuple de ses gouvernants. Et dans ce sens-là, on peut être en accord ou en désaccord, mais moi je trouve que c'est une approche très sage. Et malgré ça, il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup d'États américains qui pensent que le gouvernement fédéral est contre eux, qui pensent que le gouvernement fédéral est une espèce de, une espèce d'entité étrangère à eux autres qui est néfaste, qui est pas très très positive pour le peuple américain. Alors ça, c'est la première des choses. Le président américain n'a pas de pouvoir tant que ça. Pourquoi il n'a pas de pouvoir? À cause de la Constitution, comme je vous ai dit. Deuxièmement, lorsqu'il veut prendre une décision, eh bien, il y a le Congrès qui est pesant, il y a la Chambre des représentants aussi. Ces deux institutions-là peuvent contrecarrer les plans ou retarder indéfiniment des projets ou des projets, c'est ça que le président veut mettre en place. Fait que finalement, ça fait en sorte que c'est des fois un peu frustrant parce que quand on a un très bon président, on voudrait qu'il puisse passer à l'ensemble de ces trucs parce que les gens trouvent que ça a de l'allure. En contrepartie, ça protège les gens lorsqu'il y a un président beaucoup moins compétent ou beaucoup plus contesté qui est en poste. Voilà pour ça, la première prémisse. Deuxième prémisse, dans la présente campagne électorale, du point de vue médiatique, on voit comme deux industries, entre guillemets, qui s'affrontent. Les médias traditionnels, les radios, les postes, les réseaux télévisuels, les grands journaux comme le New York Times et tout ça, d'un côté. Puis de l'autre côté, tu as tous les médias sociaux, les radios, les podcasts web, qui, eux, ont une approche très différente et beaucoup moins anti-Trump. Donc, vous avez d'un côté les médias traditionnels qui, essentiellement, back Hillary Clinton, puis de l'autre côté, les médias électroniques qui, eux, sont beaucoup plus favorables à Trump, ils font beaucoup plus la part des choses, puis bon, ils n'hésiteront pas à dire des choses, à dénoncer des faits qui sont négatifs, qui sont préjudiciables à l'égard d'un candidat ou de l'autre. Mais et ça, c'est quand même indicatif là, de la société dans laquelle on est. Il n'y avait pas de ça avant les médias sociaux, là. Il y avait juste des médias traditionnels. Alors, si Hillary Clinton perd cette élection-là, malgré qu'elle a eu les médias, tous les médias traditionnels, tous les grands réseaux favorables à elle, ben ça va être une défaite assez cruelle. Mais donc, c'est une autre chose intéressante à constater, c'est la différence en termes de médias. Un autre élément commun aux deux là, que je pense qu'il est important de faire ressortir, c'est que dans la campagne électorale, les deux candidats ont très très peu parlé d'économie. Ils ont quelques lignes là-dessus. Or, l'économie des États-Unis est en sérieuse difficulté. C'est un éléphant au pied d'argile. Et puis, ils sont sur le bord du précipice. Donc, je veux bien croire, moi, que les rapports d'impôts à Trump sont importants ou que les emails à Clinton sont importants, soit.
Mais par-dessus tout ça, en haut de la pile, il y a quelque chose de pas mal plus grave qui est l'économie des États-Unis. La dette des États-Unis est de 20 trillions. Et la prochaine crise financière va être en mars 2017. Alors, le nouveau président va entrer en fonction officiellement en janvier 2017. On comprendra que la première crise qu'il va affronter, c'est la crise financière d'insolvabilité de paiement potentiel des États-Unis d'Amérique. Donc, on va voir de quel bois se chauffe immédiatement le nouveau ou la nouvelle présidente. Parce qu'il y a deux façons, comme je l'ai expliqué, de régler ça. La première façon, qui est la plus facile, celle qui est toujours préconisée jusqu'ici, c'est d'aller chercher des cartes de crédit additionnelles, d'augmenter l'endettement pour payer l'intérêt de la dette. Pas le capital, l'intérêt de la dette. Donc, l'autre chose, c'est de couper drastiquement, de rationaliser drastiquement les dépenses gouvernementales, un certain nombre de programmes, peut-être même en abolir, pour être capable de rétablir les faits, parce que les Américains ne sont pas très très chauds à augmenter les impôts et les taxes. Alors, si le prochain président va chercher 2-3 autres cartes de crédit pour étirer le problème, ben on comprend là, que ça va être déjà indicatif du genre de gouverne qu'on va avoir là-bas. Ça veut dire un peu semblable à ce qu'on a connu jusqu'ici. Voilà pour ce qui est des points communs, des prémices à faire ressortir. Maintenant, les deux candidats qui sont en place sont probablement les deux candidats les plus insatisfaisants pour la population américaine historiquement. Les deux ne font pas triper le monde en général. Il y a plus de 60% des Américains qui sont déçus de ces candidats-là, qui ne les trouvent pas emballants, qui ne sont pas intéressés parce qu'ils pensent qu'ils les trouvent décevants, qui trouvent qu'ils n'ont pas la stature présidentielle, et pour toutes sortes de raisons. Donc, plus de 60%, presque 7 personnes sur 10 au niveau des États-Unis, trouvent que les candidatures sont, je dirais, relativement faibles. Alors, c'est vraiment spécial parce qu'habituellement, il y a au moins un candidat ou même les deux candidats qui montrent pour lesquels la population montre un intérêt, mais ce n'est pas le cas actuellement. Fait que je vous dirais que la recommandation qu'on va faire à cette radio-ci, c'est une recommandation quasiment du moindre mal. C'est lequel qui est le plus moins pire d'un deux, là, t'sais. Et après avoir regardé l'ensemble de l'information sur ces candidats-là, d'avoir écouté les trois débats, nous, on pense qu'à Radio B52, le candidat qui mériterait de se faire élire et d'avoir la chance d'agir comme président, c'est Donald Trump. Comme je vous dis, c'est un moindre mal, là, parce que Trump, c'est un drôle de moineau à certains égards, tout comme Clinton pour d'autres raisons. On n'est pas devant un choix trop emballant. On se comprend là-dessus, là? Vraiment pas. Mais Donald Trump mériterait qu'on lui donne la chance. Je vais vous dire pourquoi. Pour des raisons précises quand même. C'est pas de l'improvisation, là. C'est pas un triple axel, là. La première raison, c'est que Trump a quand même toujours mis de l'avant la priorité qu'il accordait à sortir la classe moyenne du trou dans lequel on a creusé sa situation. Effectivement, il y a beaucoup d'emplois de la classe moyenne qui ont été outsourcés à l'étranger, en Chine ou au Bangladesh ou ailleurs, de sorte que il y a plein de business américaines qui ont envoyé à l'étranger leur processus de fabrication. Donc, les emplois ont suivi. Et donc, évidemment, au niveau domestique, il y a eu des pertes d'emplois massives là-dedans. Et c'est tous les États centraux très industriels, là, de la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin, l'Indiana, tous ces États-là qui ont des économies extrêmement axées sur l'industrie primaire, l'industrie secondaire, qui ont passé au cash, comme on dit. Or, Trump a dit, on va rapatrier nos emplois, on va protéger nos emplois, puis on va arrêter de les perdre sous forme d'exode d'emplois un peu partout à travers le monde. Donc ça, c'est un message qui est très important pour une grande partie de la population américaine, c'est-à-dire, gardons nos emplois chez nous plutôt que de les perdre à l'étranger. Donc, c'est une première raison importante, ce qui va attirer beaucoup de monde. La deuxième des choses, Trump a un background de business. Et ça, c'est important. Ça fait différer un petit peu. Vous savez, souvent, je dis que les politiciens, que ce soit le président des États-Unis, le premier ministre du Québec, tout ça, c'est toujours la même gang, le même profil. C'est souvent un professeur, un médecin, un notaire, tu sais, du monde un petit peu là, comme ça, là, un peu toujours la même chose, même profil, tu sais. J'ai rien contre ces professions-là, c'est des gens très gentils, très honorables, mais ça serait le fun, là, des fois, d'avoir quelqu'un qui, effectivement, est un vrai businessman. C'est le cas de Trump. Trump a passé sa vie dans le business, et c'est quelqu'un qui connaît, donc,
sur le terrain, comment ça se fait de la business, quelqu'un qui a rencontré un paquet de monde, qui a rencontré un paquet de difficultés, il s'est même relevé de 3-4 faillites, ce qui est tout à son honneur, bravo. Donc, c'est quelqu'un qui a un background finance, aussi économie, ici c'est quoi la valeur d'une pièce, ok, puis il sait comment faire une pièce et 25, ou une pièce et demie, ou 2 pièces avec une pièce, hein, fait que c'est pas mauvais d'avoir quelqu'un comme ça à la Maison-Blanche, hein, pour driver l'économie, puis prendre des décisions d'un autre type, puis apporter une nouvelle énergie, apporter des nouvelles façons de faire issues de ce background-là, plutôt d'avoir quelqu'un qui a fait juste des études, 3 doctorats, puis qui est très théorique, puis qui est très... bon, voyez-vous un peu l'idée? Fait que là, vous avez quelqu'un qui est très, très économique, très finance. Forbes 50. Alors, un background business, c'est très positif, selon nous. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de Clinton, qui est une technocrate. C'est une avocate. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est toujours des avocats, des notaires ou des médecins. Là. Ben, elle, c'est une avocate. C'est une technocrate qui a passé sa vie à Washington, donc dans tous les couloirs. Elle connaît tous les raccoins, toutes les toilettes, toutes les moindres... Alors, tu sais, c'est quelqu'un de correct, là, mais c'est quelqu'un qui est une professionnelle de la bureaucratie et une professionnelle de la politique. Donc, ça, c'est des espèces de robots, si vous voulez, là, un peu humanoïdes, ces bords. Donc, qui disent ce qu'il faut, puis tout ça, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi leur pensée, on ne sait pas c'est quoi la vraie profondeur de leur pensée, c'est quoi leurs idées, puis c'est pas des gens qui amènent le changement, puis c'est souvent malheureusement des gens, quand tu œuvres comme ça à Washington, qui sont liés à toutes sortes de lobbies, qui sont liés à toutes sortes d'intérêts, et qui n'ont pas réellement l'indépendance de pensée et d'action que ça prendrait pour renouveler la gouverne présidentielle aux États-Unis. Donc, Clinton ne marque pas de bien de points par rapport au profil. Donc, une deuxième raison importante, background en finance, en business pour Donald Trump. Troisième des choses, Trump est indépendant de fortune, vous le savez. Il a financé sa propre campagne, il a de l'argent en masse, il vaut plusieurs milliards. C'est quelqu'un donc qui n'a pas besoin des autres. Il y a eu des donateurs qui l'ont aidé, c'est sûr, des gens qui croient dans ses idées, mais c'est strictement volontaire. C'est un gars qui n'est pas attaché à aucun lobby, aucun establishment, ni financier, ni politique, ni bureaucratique, ni culturel, ni étranger. Bref, c'est quelqu'un qui est indépendant de fortune et ça, c'est très, très important. C'est très important parce que Money Talks, hein. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas qui vont pas cogner à sa porte lorsqu'il serait président américain, mais ils sont aussi bien d'être bien outillés et d'avoir des arguments convaincants parce qu'ils vont se fermer à la porte ses doigts. Donc, il ne peut pas être acheté. Il ne peut pas être acheté. Ce qu'on entend dire du côté de Clinton, c'est qu'effectivement, la fondation Clinton, et puis en tout cas, tout le bruit qui tourne autour de l'empire Clinton, on va l'appeler comme ça, ben, c'est un empire construit à partir justement de donations, de donateurs, puis de lobbies, puis de personnes, même de gouvernements étrangers qui souscrivent à cette fondation-là, puis à la candidature d'Hillary Clinton. On s'entend que si elle est élue, elle va être redevable à l'égard de tous ces bailleurs de fonds-là. Ce qui n'est pas le cas de Trump. Donc, c'est un gros point pour Trump également. L'autre chose, c'est que Trump, au niveau international, est fearless. C'est-à-dire, c'est un gars qui a démontré qu'il n'aurait pas peur d'affirmer les positions américaines de façon correcte, on s'entend, là, pas de façon agressive, mais de façon volontaire, ferme. Donc, on s'entend qu'actuellement, et surtout face à Vladimir Poutine, qui lui se promène là comme une espèce de poids lourd au niveau international, puis qui pile sur Obama comme si c'était une petite poupée en chiffon, on comprendra que la dynamique sera différente le jour où que Donald Trump serait devant Poutine. Parce que là, vous comprendrez. Et l'équilibre, je dirais, du pouvoir ou l'équilibre de la terreur, choisissez, entre ces deux pays-là, est extrêmement importante. Là. Actuellement, là, les États-Unis sont en dessous, là, sont sur le tapis. Dans un ring de boxe, là, ils sont couchés à terre. Poutine a le pied sur le ventre. Là, ça serait très différent avec Trump, qui, comme je l'ai dit, de par sa personnalité, de par sa confiance, puis de par les idées qu'il a dit, a clairement mentionné qu'au niveau international, ça ne marcherait plus comme sous le règne d'Obama. Donc, la Russie, par rapport à Moscou, il y aurait, je pense, un rééquilibre des pouvoirs qui serait positif, je pense, pour pas juste les deux États, mais pour l'ensemble du monde, parce que cet équilibre du pouvoir-là entre les deux grandes puissances est très important pour les équilibres géopolitiques un peu partout dans le monde. Donc ça peut juste être positif, tandis que Clinton, elle a dit qu'elle ne voudrait même pas parler à Poutine, tout ça, puis on se retrouve avec quelqu'un, comme je l'ai dit, un peu comme Obama, qui ferait un peu fumer, mais finalement qui serait totalement dominé par la très forte présence, très forte personnalité du dictateur qu'est Vladimir Poutine. Trump a une autre qualité, c'est qu'il est sans filtre. Il n'y a pas de filtre. C'est un gars qui dit ce qu'il pense. What you see is what you get. What he says is what he's gonna do. C'est-à-dire que c'est un gars qui est sans filtre. C'est un gars donc qui est maladroit à l'occasion. Il y a toute bonne chose et pas bonne à dire.
il est en train de l'apprendre à ses dépens parce qu'une élection américaine avec l'ensemble des requins qui sont autour de vous, puis les exigences au niveau communicationnel que ça implique, lui, il n'est pas dans ce monde-là. Là. Fait qu'il est débarqué là-dedans un petit peu comme un éléphant dans l'armoire de porcelaine. L'armoire de porcelaine étant justement la politique à Washington. Fait que c'est sûr que ça sort croche des fois. Par contre, ça a l'avantage d'être vrai, c'est d'être ce qu'il pense réellement, d'être authentique. Et ça, je pense que c'est apprécié des gens. À quelque part, c'est rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui est politiquement incorrect et qui est sans filtre. Une autre qualité de Trump, c'est le fait que c'est un capitaliste pur et dur. On peut aimer ou pas aimer ça. C'est sûr, si on parle d'un socialiste gauchiste ici, du Parti libéral, de la CAQ ou du Parti québécois ou de la gang de Montréal, là, c'est sûr qu'eux autres, ils vont dire c'est l'antéchrist, puis c'est 666, puis tout ça. Mais il reste que, si on se place là, dans la position d'un Américain, c'est ce qu'on fait actuellement ici, la radio B52, ce pays-là, les États-Unis, mettons ça en perspective, là, il a été bâti sur un système, un régime capitaliste. Point à la ligne. L'histoire de ce pays-là, qui est fascinante à certains égards, a été construite sur une idéologie économique et politique capitaliste de A à Z, mur à mur. Donc, Trump est un enfant de ce pays-là. Il est né aux États-Unis, il n'est pas né au Mexique ou ailleurs. C'est un gars qui a monté sa business. Son père est en business. Lui, il a repris ce que son père lui a légué, puis il a fait grandir ça. Il a eu 4 faillites, mais il a montré beaucoup de résilience, beaucoup de compétences, beaucoup de persistance pour redresser la barque à chaque fois et faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a un empire qui est florissant, qui est très, très performant au niveau financier. Donc, c'est un capitaliste pur et dur. Donc, il représente, je dirais, l'archétype même là, du politicien puis de la réussite capitaliste qui est si valorisée que ça puis qui donne une identité à ce peuple-là américain. Fait qu'en quelque part, cette identité-là, cet archétype-là est winner pour lui et il va certainement attirer beaucoup de votes, va certainement lui donner beaucoup d'appui. Une autre raison qui est importante pour voter pour Trump, c'est que c'est le seul candidat qui a parlé ouvertement de sa politique d'immigration puis de la protection des frontières des États-Unis. Parce qu'on sait que c'est un problème. Il y a 87% d'illégaux qui sont aux États-Unis actuellement et dont 75% de ces gens-là sont sur le welfare. Donc, c'est vraiment un problème. À Los Angeles, là, il y a 60% des gens qui parlent espagnol. Ça ne parle plus anglais en majorité, c'est espagnol. Donc, Los Angeles, c'est une ville espagnole, Spanish, mexicaine. OK? Bon, puis là, on pourra parler de d'autres choses, de tous les États qui longent le Mexique, là, le Nouveau-Mexique, la Californie, l'Arizona, etc., se font envahir par les Mexicains. Donc, d'où l'importance d'avoir des mesures qui permettent de limiter la facilité d'accès des Mexicains illégaux sur ce pays-là, que ce soit par un mur, par d'autres mesures, peu importe. Mais Trump en a parlé ouvertement, avec franchise. Et je pense que même les gens d'origine latino l'apprécient parce que leur appui à Trump est en train d'augmenter selon un dernier poll. Mais c'est le seul qui a eu le courage de dire aussi au niveau de l'immigration qu'il va falloir resserrer les critères d'admissibilité pour s'assurer d'avoir des gens qui répondent à des critères précis, s'assurer qu'on le plus possible, du moins, même si on n'a jamais de certitude, qu'on va accepter des immigrants aux États-Unis qui vont bien s'intégrer, qui vont accepter les lois, les règlements, les règles, puis les mœurs et coutumes, puis les comportements aux États-Unis. Tu sais, donc, il a eu le courage de dire ça. C'est un des seuls politiciens, à ma connaissance, qui l'adresse, ça. Ici au Canada, puis ici au Québec, on entend encore quelqu'un qui va avoir ce courage-là politique de parler d'immigration, de parler des problématiques issues de ça. La seule chose qu'on a entendue au Canada, j'ouvre la parenthèse, c'est qu'ils vont augmenter le nombre d'immigrants jusqu'à 300 ou 350 000 l'année prochaine. C'est vraiment de toute beauté, là. C'est vraiment de toute beauté ce qui passe au Canada. Or, Trump, il est dans une optique différente. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut contrôler l'immigration. C'est un problème important qui doit être adressé. Puis c'est un des problèmes qui est à la source même des actes violents qui se passent aux États-Unis et un peu partout dans le monde, notamment en Europe. Donc, dans ce sens-là, il y a eu un discours politiquement incorrect, mais combien important sur ce sujet-là, très sensible. La dernière chose, je pense qu'il est important de noter dans le cas de Trump, c'est que c'est un gars qui, malgré les bruits qui ont entouré certains actes, là, certains gestes, c'est un gars de famille. C'est un gars qui a une belle famille, qui a réussi, qui a des valeurs familiales importantes. C'est un gars qui traite très bien ses employés, c'est reconnu. Et Dieu sait qu'il y en a plus que 25
Donc, c'est un gars qui est fair avec le monde, c'est un gars qui est apprécié, c'est un gars qui, contrairement à ce qu'on peut voir lors des débats en façade, c'est un peu cruel d'ailleurs, ces débats-là, à ce point de vue-là, parce qu'on juge les gens seulement sur une couple d'heures de jasette, là. Mais c'est un gars qui est aimé, qui est apprécié. C'est pas du tout ce que les gens pensent. C'est un gars qui a un côté très human. Oui, il est business, il est tough en business, mais il y a un côté human aussi. Il y a un côté humanitaire, il y a un côté qui est capable d'avoir les aspects humains dans tout ça. En terminant, une très grosse qualité, c'est un bon négociateur. Donc, c'est un gars qui est habitué de dealer des situations très problématiques qui impliquent des millions, sinon des milliards. C'est un gars qui est donc capable de prendre la pression qu'il y a avec ça. C'est un gars qui est capable de négocier à son avantage, aux avantages des intérêts qu'il défend, des contrats, des ententes. Donc, on comprend que, comme président des États-Unis, ces habiletés de négociation-là vont être extrêmement importantes parce que c'est une grosse partie de la job d'un président, ça, d'être capable de négocier des compromis, d'être capable de trouver des façons de trouver des consensus tout en favorisant son pays par rapport à un ensemble d'enjeux. Donc, comme négociateur, surtout s'il s'entoure de bons conseillers, ça va être un gars redoutable. Très, très difficile à rencontrer. Donc, du point de vue d'un Américain, c'est un winner parce que ça va donner une assurance aux Américains d'avoir un bon bonhomme pour les défendre comme tel. Donc, ça, c'est très, très important. Ça fait qu'en réalité, j'ai essayé de vous résumer les principales qualités, les principales caractéristiques de Donald Trump qui explique pourquoi nous, on pense que c'est le candidat qui devrait être, pour lequel les Américains devraient voter en majorité le 8 novembre. Est-ce que ça sera le cas? Je ne le sais pas. Les derniers polls en date d'aujourd'hui montrent que chaque candidat est pratiquement even, pratiquement égal, quelque chose 45-45 dans ce coin-là. Donc, ça va être extrêmement serré. Ça pourrait se jouer par le vote dans un État ou deux États stratégiques, genre l'Ohio et la Floride. Ça va être à voir. Il y a beaucoup d'indécis également. Comme tel. Ce qu'il faut voir, c'est que Clinton a pris une débarque depuis à peu près un mois parce qu'elle avait 12-13 points d'avance, et cette avance-là a fondu comme neige au soleil. C'est sûr que l'histoire des emails et la réouverture d'une enquête du FBI contre elle n'a pas aidé. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre ce move-là, c'est certain que ça nuit énormément. Mais il y a plus que ça. Il y a surtout, je pense, une espèce de mouvement là, underground, de popularité, d'émergence favorable à Donald Trump qui est en train de se passer. Fait que cette wave-là va se rendre jusqu'où, je ne le sais pas. Moi, je pense qu'en bout de ligne, les Américains sont devant un choix qui est déchirant, comme je le disais d'entrée de jeu. C'est pas des candidatures ambialantes, tripantes, mais je pense que Donald Trump mériterait d'avoir une chance. De toute façon, c'est un règne de 4 ans, hein, selon le système présidentiel américain. Donc, Donald Trump aurait 4 ans. Si au bout de 4 ans, les gens sont déçus, amèrement déçus ou sont insatisfaits de sa présidence, ben, ils auront le loisir de le tasser et d'en élire un autre dans 4 ans. C'est l'avantage de ce système politique-là. Fait que voilà, on attend les résultats le 8 novembre. On verra comment est-ce que ce cercle-là va se terminer. Souhaitons que il n'y ait aucun problème conséquent à l'élection du nouveau président parce qu'il y a énormément d'émotions puis je dirais ça bouille dans la marmite énormément actuellement au sein de ce pays-là en regard de cette élection-là. C'est donc que tout se tamise après l'élection du prochain président. Alors, c'était Radio B52. Abonnez-vous. Night Train au micro.